chefferie de Bouito à Rutshuru a été secouée ce mardi par des affrontements entre les FARDC et le M23. Ce sont les rebelles qui auraient lancé des tirs. La Cour constitutionnelle débute ce mercredi 15 janvier l'examen des affaires introduites à la suite de la réorganisation des législatives nationales à Masimanimba et Yakoma. Des dégâts matériels ont été constatés dans plusieurs quartiers ce mardi matin, ce après la pluie qui s'est abattue dans la nuit du lundi à ce mardi. C'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver pour vous informer de partout où vous nous rejoignez. Bonsoir et bienvenue. On commence tout de suite avec la sécurité. Affrontement signalé ce mardi entre les FARDC et le M23 dans le groupement de Tongo, chefferie de Bouito à Rutshuru. À en croire les sources locales, ce sont les rebelles qui ont lancé des tirs. Amine Kambidio nous en dit plus. C'est précisément à Lubwe Sud, dans le territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, que les forces loyalistes se sont affrontées avec la coalition M23 RDF. Des détonations d'armes lourdes et légères se sont faites entendre. Les rebelles ont attaqué la position des Wazalendo à Lubwe. Une psychose totale qui a causé des déplacements massifs de la population prenant la direction des Kanyati. D'autres se sont réfugiés vers Mugogo et la grande partie vers Lubwe Nord. L'on signale également la fuite de quelques éléments du M23 vers Mulimbi. Rappelons par ailleurs qu'une accalmie relative a été constatée sur l'axe Kibumba dans le territoire de Nyiragongo, toujours dans la province du Nord Kivu. En justice, parlons du procès en flagrance des inciviques communément appelés Kuluna. L'audience foraine de ce mardi 14 janvier a opposé Gianni Matali, victime ayant perdu sa main droite le dimanche 12 janvier 2025 au prévenu Issa. C'était en présence du ministre de la Justice, ministre provincial de l'Intérieur, le bourgmestre de la commune d'Elimba et autres autorités. Dans cet élément, suivez plutôt le témoignage de la victime. Ezaki mokola dimanche. Ezaki dimanche. Oui. Le 12. Le 12. Tovandaki na bafe na ngai ba grand frère ozaki liboso. Tovanda la biso tobana ko solo la pona propos ya makamba mutuka. Pona programme ya? Na programme mutuka poto somba monteur. Oeza kacha lopangu na bango. Fa to somba monteur. Posa masube ezoki nga na bime na mona couloir na kende ko suba. Na moni moko ko bimananga na retour na moni fi moko ba botole esaki yemta botola ke esaki abendi esaki kolanda nga lande na kasi keno kaza ye moko nzoka nde bazala ke belé ba nseklenga ya bandi koloba kataye nde akati loboko nde bakatisi ngaba bakimi bazalaki plus de 6 à 7. En infrastructure, inauguration imminente du bâtiment qui abrite le palais de justice de Gombe. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Constant Moutamba, a procédé à l'inspection des travaux de réhabilitation. C'était le lundi 13 janvier 2025. Amine Kambidio revient. Accompagnée de la première présidente de la Cour d'appel de Kinshasa, Gombe, la magistrate Dia Akir Espérance, le ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Constant Moutamba Tungunga, a fait la ronde de tous les compartiments du palais des justices, cela dans le cadre de sa visite d'inspection des travaux de réhabilitation de ce bâtiment qui abrite le palais de justice congolais. Le ministre d'État Constant Moutamba a mis à profit sa journée du lundi 13 janvier 2025 pour suivre de près l'évolution des dits travaux. Pendant plus de 5 heures, maître Constant Moutamba a passé au peigne fin chaque détail de l'évolution de ces travaux de réhabilitation, à commencer par la cour du palais des justices, en passant par le bureau des magistrats, des greffiers et autres personnels de la justice et autres locaux. Bref, tout le palais a été peaufiné par Milvest, une entreprise turque de construction qui a la charge de rendre pimpant neuve cette infrastructure judiciaire. Tel un bon esthète, le gars
garde des Sceaux congolais a donné des dernières recommandations aux fins d'embellir davantage ces chefs-d'œuvre. Notons que l'inauguration de cet édifice rénové est projetée d'ici la fin du mois de janvier de l'année en cours. Cet édifice permettra aux agents de l'administration du ministère de la Justice, autres personnels judiciaires, aux magistrats et greffiers de travailler dans des conditions dignes et acceptables. Vous avez certainement reconnu la voix de Nico Kassanda. Je l'ai annoncé en titre, c'est ce mercredi 15 janvier 2025 que la Cour constitutionnelle va entamer l'examen des affaires introduites à la suite de la réorganisation des élections législatives nationales à Massi-Manimba et Yakoma. La Cour a, dans un extrait de rôle de ce mardi, annoncé 8 affaires suivantes. La Cour constitutionnelle siégeant en matière des contentieux électoraux débutera ce mercredi 15 janvier l'examen de 8 dossiers, dont 5 pour la circonscription électorale de Yakoma et 3 autres pour celle de Massi-Manimba. C'est ce qui est annoncé dans un extrait des rôles publié ce mardi 14 janvier par la Cour constitutionnelle. À Yakoma, le premier dossier, le RCE 1524-DN opposera l'ASP, Ambwikaya de l'APA et Nzangingelembi du Code. Le deuxième dossier RCE 1525-DN opposera l'UDPS Tshisekedi à Mbwikaya de l'APA-MLC. Le troisième dossier, le RCE 1526-DN opposera le AAC contre Nzangingelembi du Code. Le quatrième dossier, RCE 1527-DN, ce sera l'ASP contre Mbwikaya de l'APA. Le cinquième dossier et le dernier de Yakoma opposera le MLC à Nzangingelembi du Code. Du côté de Massi-Manimba, le premier dossier, le RCE 1523-DN, opposera Kawata Lemba à Kinkemulumba de l'AAP. Le deuxième dossier, RCE 1529-DN, ce sera Nanmanwanina contre la CENI. Et enfin, le troisième et dernier dossier de Massi-Manimba, le RCE 1530-DN, opposera l'AAC CRD entre Kinkemulumba de l'AAP et Sindani Kandambu de 4AC. En société, plusieurs quartiers se sont réveillés ce mardi avec des cris d'alarme suite aux différents dégâts matériels causés par la pluie qui s'est abattue dans la nuit du lundi 13 à ce mardi 14 janvier 2025. Camille Kambidio et Denis Bouéné, reportage. Les pluies qui s'abattent sur la ville de Kinshasa deviennent un cauchemar pour certains quartiers. Celle qui s'est abattue dans la nuit du lundi 13 à mardi 14 janvier a dérangé la quiétude des habitants du quartier Matadi Mayo, précisément l'avenue Mansoississa. Awa maye koteli biso tolinto tiola maye koti makasi na Sainte Rita. Nous sommes inondés. Les eaux de la pluie ont envahi nos maisons ici à Sainte-Rita. Si l'on ne réhabilite pas cette route, nous serons en danger. C'est une route principale. Plusieurs véhicules y passent. Que le gouvernement nous vienne en aide. Nous sommes inondés. Toutes nos histoires sont dehors. Nous sommes ici sur la route Kimwenza vers Sainte-Rita, dans la commune de Mongafula, précisément quartier Matadi Mayo. Commune à Mongafula, na quartier Matadi Mayo. C'est vraiment un événement qui s'est répété pour moi, je peux dire. Notre gouvernement, à ce que je sache, ça a été dit plusieurs fois, mais le gouvernement ne réagit pas. Cette eau est venue, cette eau qui vient du caniveau, il y a pas de toutes les manières, les caniveaux sont bouchés et tout. Cette eau vient entrer dans la parcelle et nous sommes inondés, il y a de l'eau dans la maison, j'ai perdu tout, je suis étudiante, j'ai perdu mes documents, j'ai perdu ma machine. De notre mur de la maison, de la parcelle, notre mur est parti. On a perdu beaucoup de choses. Depuis qu'on a demandé au gouvernement de nous aider pour cette route, le gouvernement ne nous aide pas. Et pourtant, c'est une route principale. Normalement, c'est une route qui doit se faire arranger. Combien de fois? Ce n'est pas la première fois, ça c'est la deuxième fois. La première fois, ça a fallu tuer les gens. Les gens ont voulu mourir. Ça s'est répété encore, mais en tout cas, nous demandons une solution à notre gouvernement. Plusieurs dégâts matériels ont aussi été signalés dans plusieurs autres avenues des différentes communes de la ville-province de Kinshasa.
D'autre part, le président de l'Assemblée provinciale du Kwango plaide pour le désenclavement de sa province dans une déclaration faite le lundi 13 janvier 2025 devant la presse à Kinshasa. André Massala a alerté l'opinion sur les défis d'infrastructures routières et fluviales auxquels sa province est confrontée et la nécessité de désenclaver la province pour permettre l'acheminement des denrées alimentaires. Suivez ces propos qui ont été recueillis pour vous par Emeline Kambidio. Il y a les voies fluviales, il y a la voie aérienne, il y a aussi les voies terrestres. Vraiment, il n'y a pas de route dans la province. Il n'y en a pas. Ce sont des anciennes routes, il faut réhabiliter, il faut aussi créer, construire d'autres routes. La population se débrouille, tout ça, mais comment est-ce qu'on pouvait évacuer des produits qui se trouvent dans le fond de la province, du côté de Kahemba, du côté de Kasongolunda. À Kasongolunda, on produit des pommes de terre. Dernièrement, je suis passé par le Lubumbashi. Je suis allé à Kalemi, participer à la conférence de gouverneur que le chef de l'État a organisée. Même les pommes de terre, les grandeurs de pommes de terre que j'ai trouvées là, si on les comparait aux pommes de terre de Kasongolunda. Mais non, je prends le cas parce qu'on veut aller construire des bâtiments. Les bâtiments administratifs, les écoles, les centres de santé. Mais tous les matériaux et les matériels doivent provenir de Kinshasa, non? Mais ces matériaux vont passer comment? Tout quoi, on n'a même pas un aéroport. Il n'y a même pas d'aérodrome. Les anciens aérodromes là sont foutus. Ils ne sont pas entretenus parce qu'il n'y a pas d'avion. Après, nous allons mettre l'accent sur l'agriculture. Parce que nous avons vraiment des grands étendues qu'on peut exploiter et cultiver n'importe quoi là-bas. Et ça d'abord, c'est Kwango dans l'ancien temps. Si vous revenez, c'est la province du Kwango à l'époque, c'était le district qui fournissait tous les jours. Votre ville est Kinshasa ici. À part ça, on peut prendre Matadi. Donc le Congo central. En sport, l'ancien joueur de l'ASV Club Sedou Mpoyi réclame 9 500 $ d'arriérés de salaire durant la période de 2021 à 2024. L'actuel joueur de SC Don Bosco a saisi le tribunal d'arbitrage du sport pour obtenir gain de cause dans ce dossier. En attendant le verdict final, les deux parties sont convoquées par la commission disciplinaire du CONOR de la FECOFA ce mercredi 15 janvier. On en parle avec Shadrach Tenta. L'ASV Club se retrouve une fois de plus dans une tournante judiciaire. L'ancien joueur et capitaine du club Sedou Mpoyi Tumba, actuellement évoluant chez les Salésiens du cercle sportif Don Bosco, attaque le club moscovite devant les TAS, les tribunaux arbitraires du sport. Pour rappel, Sedou Mpoyi réclame 9 500 $ américains, montant correspondant à des arriérés de salaire et des primes de signature accumulées lors de son passage à l'ASV Club entre 2021 et 2024. Voici par ailleurs les détails de la somme réclamée répartie en 3 tranches, 3 500 $ américains d'arriérés de la prime de signature, 3 600 $ américains salaire non versé pour le mois d'août, septembre et octobre de la saison sportive 2022-2023 et 2 400 $ américains salaire impayé pour le mois de juillet et juin de la saison 2023-2024. Malgré plusieurs démarches entreprises par Jer Sakina, le manager de Sedou Mpoyi, pour trouver une solution à l'amiable, l'ASV Club n'a pas répondu favorablement, contraignant le joueur à porter l'affaire devant la juridiction sportive. Les deux parties sont convoquées devant les commissions de discipline des contentieux du comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association ce mercredi 15 janvier pour être entendues. Ce nouveau rebondissement risque de tenir davantage l'image de l'ASV Club qui fait face à des défis de gestion récurrentes. Toujours en sport, prenons cette page noire. Le catch congolais vient de perdre l'un de ses plus grands représentants, Edingwe Di Motonangenge, décédé le lundi 13 janvier 2025. Victime d'un cancer, le catcheur congolais a été évacué d'urgence au Maroc le 12 décembre 2024 pour des soins appropriés. Malheureusement, la mort a eu raison sur lui. Il avait 73 ans. Shadrach Tenta revient. Dans les rues animées de Kinshasa, les noms d'Edingwe Motonangenge évoquent puissance et mystère. Ce catcheur légendaire a dominé les rings, captivant de foules par son charisme et sa férocité. Mais derrière le masque de l'homme invincible s'est cachée une histoire bien plus complexe. Pendant des années, Edingwe a incarné une icône du catch congolais, ses combats spectaculaires marquant des générations. Pourtant, sa santé fragile a fini par briser cette image d'invulnérabilité. En décembre 2024, son état critique a conduit à son évacuation urgente
urgente au Maroc pour des soins médicaux. Malgré les espoirs de guérison, la triste nouvelle est tombée ce lundi 13 janvier 2025. Edingwe est décédé loin de sa terre natale. Ce départ a bouleversé le public congolais, rappelant à tous la fragilité humaine, même chez ceux que l'on croyait indestructibles. Avant cette issue tragique, sa vie était déjà marquée par des rumeurs et des controverses. Des spéculations sur sa santé et des fausses annonces de décès avaient alimenté sa légende. Aujourd'hui, l'héritage d'Edingwe perdure. Son influence a transcendé les sports, inspiré non seulement des catcheurs, mais toute une culture autour du catch congolais. Sa mémoire restera gravée comme celle d'un homme qui a marqué l'histoire, mêlant mythe et réalité dans un dernier combat contre l'adversité. Que son âme repose en paix. En dehors de nos frontières à Stilfontein, au sud-ouest de Johannesburg, en Afrique du Sud, une nouvelle opération de sauvetage a été lancée lundi pour les mineurs illégaux piégés sous terre il y a de cela quelques mois. Emin Kambijo Nzandibo. Cette opération de sauvetage pour libérer les mineurs illégaux piégés sous terre a permis de remonter 1500 mineurs à la surface de la terre. Ces derniers ont aussi été arrêtés. Pour libérer des centaines d'autres mineurs qui sont restés à plus de 2 km sous terre, des équipements de secours, notamment des grues et cages de remontée, ont été déployés. À cet effet, plusieurs survivants ont été évacués, y compris 9 corps. Le bilan de cette exploitation illégale des mineurs à Stilfontein, en Afrique du Sud, fait état d'au moins 100 mineurs décédés faute de faim et de déshydratation, selon ce que témoignent les corps retrouvés. Notez que cette opération pourrait prendre 2 semaines à en croire les autorités locales. Prenons à présent cette rétro-santé. En RDC, l'année 2024 aura été secouée par plusieurs épidémies comme le Mpox. Des efforts ont été réunis pour maîtriser l'incidence et la létalité des dons de milliers de kits sanitaires. L'on peut également dire que 2024 a été riche en inauguration de plusieurs infrastructures. Retour sur les faits marquants de l'année 2024 dans cet élément signé Emin Kambidio. Plusieurs situations sanitaires se sont succédées en 2024, bonnes comme mauvaises. Elles ont rendu cette année mémorable dans le chef de Congolais. Parlons de la situation épidémiologique. Le taux de létalité et incidence ont été maîtrisés pour la plupart des épidémies. Pour ce qui est du Mpox, 59 732 cas ont été notifiés, dont 12 967 cas confirmés, 1308 décès, avec une létalité de 2,18%. Parlons du choléra. 30 834 cas ont été notifiés, dont 411 décès, avec une létalité de 1,3%. Cette maladie a sévi dans 18 provinces et 130 zones de santé. Fièvre jaune. Un cas a été notifié dans la zone de santé de Bangalubaka et un autre cas dans la zone de santé de Chikapa, DPS Chikapa, 2 cas de la zone de santé d'Ipamu, DPS Kwilu et un cas de la zone de santé de Kaimba, DPS Kwango. Pour ce qui est de la méningite, 6190 cas ont été enregistrés, dont 470 décès, et la plupart des cas ont été enregistrés dans la zone de Walikale, dans la province du Nord Kivu. Peste, la RDC a enregistré 436 cas suspects, dont 13 décès. Sur 103 échantillons prélevés, 36 ont été positifs au Yersinia pestis. Pour ce qui est de la rougeole, 399 cas ont été enregistrés, dont 4 décès avec une létalité de 1% dans cette province et 30 zones de santé. À côté de la rougeole, il a été signalé la rubéole qui a touché les enfants de moins de 5 ans. La grippe associée à une flambée de paludisme a été alertée dans la zone de santé de Panzi, dans la province du Kwango. Dans la DPS, la grippe associée à une flambée de paludisme a été alertée dans la zone de santé de Panzi. L'on a signalé 69 décès dans la zone de santé de Panzi entre le 24 octobre et le 29 novembre. Rage, le pays a enregistré 536 cas, dont 13 décès. La plupart des cas ont été notifiés par la province de l'Ituri. Pour ce qui est de la vaccination, 8200 chiens ont été vaccinés sur les 10 000 recensés lors de la campagne dans le territoire de Mahagi. Pour lutter contre ces épidémies et améliorer la qualité de soins, la RDC a bénéficié de plusieurs dons venus des différents partenaires.
Au tout début de l'année, 7 ambulances ont été réceptionnées par le ministre de la Santé, un don du Bureau central de coordination BCECO en sigle pour développer un service de réponse d'urgence, autrement dit service d'aide médicale d'urgence. Près de 693 500 doses de vaccins antipaludiques R21/Matrix-M ont été réceptionnées grâce à l'appui de certains partenaires dont l'UNICEF et l'OMS. Pour ce qui est du Mpox, le premier lot de vaccins reçus était évalué à 99 100 doses, un don de l'Union européenne et Africa CDC. On peut aussi comptabiliser les 10 tonnes de fournitures médicales en réponse à cette épidémie grâce à l'OMS. À cela s'ajoute la remise officielle du centre de simulation de dons en médicaments et équipements biomédicaux. Ces dons avaient également comme objectif renforcer la réponse aux autres épidémies. Un total de plus de 900 tonnes de matériel. Pour le diabète touchant 7% de la population congolaise, près de 300 000 kits de diagnostic et traitement ont été réceptionnés. Du côté infrastructure, plusieurs bâtisses ont été inaugurées presque dans toutes les provinces. À Kinshasa, la première dame de la RDC, grâce à sa fondation Denise Nyakeru, a procédé à l'inauguration du nouveau bâtiment de l'hôpital Mabanga, dit Centre médical, Centre de médecine mixte d'anémie SS, une institution qui s'occupe spécialement des drépano. À l'hôpital de la Rive, des chambres d'hospitalisation pour les personnes affectées par la lèpre ont été réhabilitées. À Kwilu, le laboratoire de l'hôpital général de référence des Kikwit Nord et le laboratoire de l'hôpital général de référence de Monsango ont été inaugurés par le gouverneur ad interim. Ces laboratoires ont pu renforcer la capacité de diagnostic et de traitement des maladies dans la région. Lors de son itinérance dans le Grand Kasaï, le président de la République a également inauguré l'hôpital général de la Mouya à Mbujimaï. L'on parlera également de l'inauguration du centre de santé moderne à Kalemi. L'on se rappellera également de la résilience du contrat de partenariat relatif à la gestion de l'hôpital du cinquantenaire. La décision du ministre de la Santé a été prise après une évaluation approfondie révélant des manquements graves, notamment non-versement d'un apport de 40 millions de dollars américains, non-rétrocession de 5% de recettes générées, non-réalisation des investissements prévus et non-conformité de la tenue comptable aux normes en vigueur. Des grèves sèches des médecins et corps médical ont aussi marqué l'année 2024, qui s'est donc clôturée avec un échange fructueux entre le ministre de la Santé, le ministre des Finances et les banques syndicales. Et c'est par ici que se referme ces sessions d'information. Je vous en rappelle les grandes lignes. La chefferie de Bouito à Rutshuru a été secouée ce mardi par des affrontements entre les FARDC et le M23. Ce sont les rebelles qui auraient lancé des tirs. La Cour constitutionnelle débute ce mercredi 15 janvier l'examen des affaires introduites à la suite de la réorganisation des législatives nationales à Massimanimba et Yakoma. Des dégâts matériels ont été constatés dans plusieurs quartiers ce mardi matin, ce après la pluie qui s'est abattue dans la nuit du lundi à ce mardi. Fin complète de ce journal. Merci de nous avoir suivis et merci de nous rester fidèles. À demain.